Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Laetitia Pham, ex-responsable marketing devenue ghostwriter LinkedIn pour les dirigeants de grands groupes. Merci d'être avec nous, Laetitia. Merci pour l'invitation. Alors, Laetitia, tu as passé 10 ans comme responsable marketing en banque avant de devenir ghostwriter LinkedIn pour les COMEX, comités exécutifs. Qu'est-ce qui t'a attiré dans l'univers du ghostwriting et pourquoi spécifiquement les dirigeants de grands groupes? Alors, en fait, écrire fait partie du métier de marketeur. Mhm, On écrit des briefs, on écrit des synthèses de réunion, on écrit, des notes pour convaincre, obtenir des budgets, enfin, voilà, j'ai toujours écrit et post-covid, j'ai eu la sensation qu'en fait, j'en avais marre d'être, 1/2 heure en réunion, on écrit, 1/2 heure en réunion, enfin ça me fatiguait et j'ai eu envie et en fait, dans mon ancienne vie, j'adorais, des fois, on avait des dossiers assez importants, genre de livraison de projet au bout de 3 ans. Je mhm. prenais 3 jours, j'allais m'enfermer chez moi. J'avais une chef qui était assez cool, avant la mise en place du télétravail. Je disparaissais et en fait, j'adorais ça. Ce moment où tu es coupé du rythme, heu, extrêmement rapide, qu'on a, dans la vie en grand compte pour se poser, réfléchir et écrire. Et donc voilà, j'ai vu, LinkedIn vraiment, se développer, en 2022-2023. J'étais à l'époque CMO part-time d'un cabinet de conseil en finance et différencier un consultant d'un autre consultant, enfin le personal branding, était juste parfait et ils ont pas voulu me suivre parce que du coup, ils avaient peur de s'exposer et je me suis dit: «Tant pis, j'y vais sans eux» et je surfe sur cette vague que je trouve très intéressante et qui du coup, coche plein de cases que j'avais envie de tenter. Et convaincre les grands comptes, ce n'est pas impossible, mais comme tu le dis, ça s'apprend. Pourquoi est-ce que selon toi, ils font peur aux freelances qui se tournent souvent vers des structures plus petites, plus accessibles certes, mais avec moins de budget? Alors du coup, voilà, moi j'ai toujours travaillé en grand groupe, et plus et d ça fait 3 ans que je suis freelance et plus je discute avec des freelances, plus je m'en rends compte qu'en fait, c'est un peu une nébuleuse. Les gens, ils comprennent pas comment on travaille, voire même ils se moquent, on est considéré comme has-been alors que, bon, moi je suis sortie du monde corpo par un burn-out et Mmh. en 2017, je m'étais dit: «Les corpos, plus jamais» et en fait, il y a plein de choses qui m'ont manqué parce que Mmh. oui, c'est assez rigide, mais c'est des projets passionnants qui ont des gros impacts. On peut parler, du transport à horizon 50 ans, enfin, quand on lance un produit, ça a vraiment des impacts dans la vie des gens et Mmh. et on parle souvent à des experts très pointus sur des sujets, donc c'est passionnant. Donc pourquoi ça fait peur? Je pense que voilà, c'est ce côté, rigide, très processé, très long. Hem, oui, je trouve que ça s'apprend parce qu'en fait, il y a plein de choses implicites que moi je fais enfin super naturellement et je me rends compte que, bah, c'est pas le cas de tout le monde et ça fait la différence. Moi maintenant qui ai choisi d'en faire ma carte à moi, je suis ghostwriter de Comex Corporate parce que je les Mmh. comprends, parce que je sais les gérer. Mmh. Bah, voilà, c'est un peu, ce que j'ai décidé de partager, avec les freelances. Tous ces petits tips implicites Les qui font codes. mouche pour, ouais, les codes. Mmh. Exactement. Et quand on veut travailler avec les grands comptes, quel type de missions sont les plus propices à être confiées à un freelance plutôt qu'à une agence? Ah, moi je dis toujours que, oui parce que enfin, c'est moins naturel pour un corporate de faire appel à des freelances. Ils ont tout un tas d'agences, ça suit des process qui sont mais déjà, il y a des compétences, maintenant de plus en plus pointues qui n'existent, qu'en freelance. Par exemple, le Mmh. ghostwriting. Mmh. Les agences ne proposent pas du ghostwriting? Alors elles proposent, enfin, j'ai pas encore trouvé des agences qui proposent du ghostwriting avec une plume, donc quelqu'un qui écrit derrière, qui a passé 10 ans en corporate et C'est vrai que qui, c'est un atout. enfin voilà et donc du coup là, on a une carte à jouer très précise. Mais Mais il si y on a n'a aussi pas par justement ce background comme toi, comment est-ce qu'on peut, se démarquer, rivaliser avec les agences justement? alors moi je trouve que du coup ce qui différencie aussi, c'est que du coup on incarne. C'est-à-dire que quand les corpos signent avec une agence, ils savent pas qui travaille derrière. Là, il y a vraiment une relation de confiance, d'expertise. Donc oui, moi c'est vraiment une niche le ghostwriting. Mais heu, maintenant ça va tellement vite et notamment dans le marketing digital que les freelances, eux, ils sont obligés de se former beaucoup plus vite que les corpos et beaucoup plus vite aussi que les agences finalement, parce que c'est une question de survie. Qui arrive, le freelance qui se met pas, donc
On n'attend pas qu'on nous autorise à faire une formation, hop, on se met en place. Enfin, on prend les devants et on se met à jour et donc sur ces sujets qui vont très, très vite, je trouve que les freelances, ont une carte à jouer aussi. Et il y a une demande auprès des corporates à ce niveau-là. Et ben, en tout cas de plus en plus, ils s'ouvrent et puis, parce qu'ils ont besoin de flexibilité, parce qu'aussi, le problème des agences, c'est qu'elles ont pris l'habitude de gonfler, les budgets et donc, il y a aussi une carte à jouer de ce point de vue-là, sur les prix. Parce qu'il y a tellement d'intermédiaires au niveau des agences qu'à un moment donné, les freelances, peuvent se démarquer aussi sur les prix. Donc ils sont en demande. De prime abord, je pense qu'ils vont pas aller, à part peut-être sur des profils tech où, ils vont pas aller d'abord chercher eux-mêmes un freelance, mais maintenant ils sont de plus en plus ouverts à considérer la chose et que quand ils partent sur des appels d'offres et réfléchissent à travailler avec une agence, si un freelance propose quelque chose de très pertinent, je pense que D'accord. c'est ouais, il y a Donc vraiment il y a des maintenant opportunités qui sont en train de ouais, se créer pour les freelances complètement. avec les grands comptes. D'accord et c'est plus simple de décrocher une mission quand on a déjà des références et obtenir la tout comment on fait pour obtenir la mission corporate quand on n'a pas encore d'études de cas avec des clients corporate? Donc ça, c'est clair. Les corpos, ils aiment les corpos. Ça rassure, ça et ben, en fait, c'est un peu la même chose quand on se crée un portfolio, quand on devient freelance et qu'on n'a encore jamais eu de mission. Je pense que le bon conseil, c'est de se créer des missions fictives. Heu, Ça veut dire, tu vas voir une banque aujourd'hui et tu leur dis: «J'ai analysé un de vos concurrents et voici ce que, je pourrais leur avoir proposé», mais vraiment en mode, en poussant le curseur hyper loin, en montrant vraiment une étude de cas. Mmh Bah, mh. franchement, ça montre déjà, une bonne D'accord approche. et il faut bien préciser qu'elle est fictive. Ouais, c'est fictif, mais c'est du jus de cerveau. Donc, bien sûr, tu dis pas, «J'ai implémenté ça pour mes clients grands comptes». Après, tu es pas obligé non plus de l'afficher, clairement, pleinement. Tu peux jouer mon conseil, ce serait de jouer un peu sur le flou quand même de ce point de vue-là. D'accord, OK. OK, oui, après il faut bien démarrer quelque part, comme on dit. Oui, voilà, complètement. Et puis, il y a eu du travail derrière pour faire cette étude de cas, pour, se retrousser les manches et dire: «Voilà ce que je proposerais» et tout. Donc, franchement, il y a pas à rougir. Il faut y aller et dire: oui, parce que des fois, ça paraît trop gros. Bah, n en fait, ils ont tellement une multitude de micro-besoins. Ils sont des milliers à bosser. Donc si vous prenez vraiment un petit sujet précis et tout, vous pouvez répondre à un besoin très qualifié d'un corpo. Donc oui, voilà, ça peut être un sujet très niche et OK. Et il me semble que tu as un hack intéressant pour contourner les blocages des directions achats grâce à Malte. Est-ce que tu peux nous en parler ou pas? Ouais, alors c'est le bonus, du produit que je vends qu'on met en place dans le cabinet des curiosités. Hem, oui, parce que même si les opérationnels sont convaincus et veulent bosser avec le freelance, ça peut bloquer au niveau des achats, parce que c'est plus simple, c'est très lourd, hein, de monter des projets d'un point de vue administratif et gestion du budget. Chez les corpos, tout est processé, tout très long. Donc c'est vrai que des fois, ce serait plus simple de bosser avec une agence qui est, déjà, intégrée dans le catalogue, des achats. Mais j'ai un hack. D'accord, donc il faut avoir le cabinet, il faut acheter le cabinet des curiosités pour obtenir le hack. Ouais, bah, c'est mon petit truc à moi. Mais vous me direz après si en tout cas, je l'applique pour moi. D'accord, mais finalement, concrètement, comment on se travaille avec des grands comptes, en fait? Et quel est le process à est-ce qu'il y a un process à suivre? Est-ce que, hem, si on si on est freelance, on se dit aujourd'hui et qu'on a envie de travailler avec les grands comptes, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a déjà, la partie, prospection, il y a la partie, convaincre, proposition commerciale, donc c'est là où moi j'ai décidé pour le moment de lancer un projet. Il y a comment on met en place après derrière et on déroule. Hem, la partie prospection, ça se fait beaucoup avec du relationnel, mais maintenant ils sont de plus en plus disponibles sur LinkedIn, donc vous pouvez les approcher de cette manière-là. Du présentiel, les corpos sont souvent invités à plein d'événements, ils sont sur plein de salons, donc c'est aussi un bon moment d'aller les toucher, d'aller discuter avec eux. Après, il faut toujours s'armer moi je conseille, il faut toujours s'armer de patience. J'appelle ça la patience stratégique, c'est-à-dire que c'est long et c'est difficile de convaincre, des grands comptes.
mais c'est toujours payant parce qu'on obtient, des projets souvent récurrents, souvent long terme, bien rémunérés. Donc comment on fait? Donc déjà, voilà, il faut les approcher. Il faut se dire que, par exemple, si on tape, directeur marketing, j'en sais rien moi, Société Générale dans LinkedIn, Mmh mh. Mmh il y en a des centaines, en fait, parce qu'il y a toutes Mmh. les filiales, parce qu'il y a toutes Mmh enfin, c'est donc il faut, trouver les bonnes personnes avec qui on veut travailler, ça remet de patience. Ensuite, moi, dans le petit produit que j'ai créé, je partage mes templates, j'ai une slide pour convaincre les grands comptes et j'explique à chaque fois pourquoi je mets ces éléments dedans et pourquoi ça compte et qu'est-ce qui joue, Mmh. qu'est-ce qui fait la différence Mmh. et après quand on délivre et quand on bosse, il y a quelques principes, tu vois? Par exemple, la confiance est hyper importante et la confiance, ça passe c'est assez basique, mais de dire, si vous faites une proposition commerciale qui est hyper carrée, mais qui va jusqu'aux alignements des textes et des titres. C'est-à-dire que les corpos passent leur vie sur heu, un PowerPoint qui est pas bien, calé, qui fait pas professionnel, déjà vous perdez des points. Déjà ça rentre pas dans la machine. Donc il y a un côté très carré, il y a la confiance, il y a de la preuve, montrer des chiffres. C'est pas parce qu'ils ont des budgets qu'ils ont pas énormément de comptes à rendre et ils ont des tableaux de bord dans tous les sens, ils suivent des chiffres très précis. Il faut penser clé en main. C'est pareil, ils ont des budgets, mais ils ont pas de temps. Il faut imaginer que les grands comptes, ils passent leur vie en réunion. Ils sont des dizaines sur des projets, donc tout est complexe. Donc quand on va chercher une prestation extérieure, c'est pour se simplifier la vie. Commencez pas à nous dire, «Oui, mais j'ai tout mis sur tel Notion». Alors en plus, souvent, tous les outils externes modernes, les corpos, ils y ont pas accès. Mmh. Donc faut revenir à du basico-basique. Le PDF, l'email, Loom, ça passe, mais par exemple Notion, souvent ça passe pas. Donc si pour bosser avec un freelance, il faut, demander des accès externes pour arriver sur leur process et tout, pas le temps. Simplifie-moi, donc je te paye pour que tu sois autonome, que ça déroule, et que ce soit, efficace, quoi. Et que tu me livres un truc, en temps et en heure, super carré, super complet. Voilà, il y a des attentes assez importantes. Mais c'est ce qui justifie aussi que du coup, j'encourage les freelances à bien se faire rémunérer, mais aussi garder une marge. Parce que par exemple, Mmh. les corpos, ils vont pas lâcher jusqu'au moment où c'est parfait pour eux et dans leur tête, donc on peut avoir beaucoup d'allers-retours. Moi, sur mes textes de LinkedIn, c'est quand même pas très long. Il peut y avoir 4-5 allers-retours. On peut réfléchir plusieurs fois à un mot, un placement de virgule. Il peut y avoir 5-6, j'ai eu 8 personnes qui relisent un post. Waouh, OK. Voilà. Donc Faut du coup, être patient, oui, finalement, d'accord. ça fait partie, voilà, quand on travaille avec le corporate, ça fait partie de l'implicite. Voilà. Mais aussi du coup, je facture pas un post LinkedIn 80 €, 100 €. Je facture beaucoup plus cher parce que c'est un accompagnement et c'est souvent, ça peut être du jour pour le lendemain, ça peut être aussi avec des gens qui sont pas faciles à capter, donc du coup, il faut se débrouiller seul. Tu vois, par exemple, moi, j'ai des collègues ghostwriters qui ont, leurs clients, en call toutes les semaines. Mmh. 3/4 d'heure, une demi-heure toutes les semaines. Moi, si je les ai une demi-heure par mois, c'est max. Mais c'est en mode, «Je t'ai donné les directives, débrouille-toi» et je le fais parce que j'ai toujours fonctionné comme ça et que ça me convient bien, que je suis autonome, je vais chercher les infos. Mais c'est vraiment, voilà, c'est des codes de l'implicite et une fois qu'on l'intègre, ça peut être très enrichissant de travailler avec ce genre de clients. Mmh. Et est-ce que tu penses une proposition commerciale bien ficelée peut suffire à décrocher une mission, même si sans piston ni réseau? Après, tu as dit tout à l'heure qu'effectivement avec la prospection, il y a quand même un premier pas avec, la personne. Ouais, sans piston, sans réseau, c'est possible, mais ça veut pas dire que tu crées pas un lien de confiance avec quelqu'un Mmh. en interne. Il faut aller Mmh. chercher des soutiens. Oui, voilà, c'est ça en premier lieu à avoir, c'est vraiment un soutien interne Ouais, avec une vraie personne. oui. Pas juste envoyer sa proposition commerciale par email et puis se dire: «Voilà, j'ai une proposition pour toi», alors que je t'ai pas encore parlé, en fait. Ah bah non. Mais par exemple, il faut toujours se dire que pour chaque projet, il y a un chef de projet et c'est Mmh. lui qui va aller défendre bec et ongles ses budgets, ses choix. Donc il va des fois monter jusqu'au N+5 et va y avoir beaucoup de monde qui vont prendre des décisions. Mmh Mais mh. lui, s'il est convaincu, il sera le premier er commercial en interne. Mmh
Et c'est ce que je Mmh. dis souvent, on dit: «Mais en 2025, tu fais des présentations PowerPoint pour, faire ta proposition commerciale?» Bah oui, parce qu'en fait, elle va voyager en interne et ça va être le support comme comme un cheval de Troie. C'est ton commercial en interne et ton chef de projet qui est convaincu, qui a envie de bosser avec toi, parce que c'est lui qui va venir bosser avec toi, mais c'est pas lui qui prend la décision. Il va falloir qu'il aille convaincre son N+1, qui ira convaincre son N+2, qui des fois monte, ça dépend des tailles de budget, mais lui, s'il est convaincu, ce sera ton soutien en interne et donc c'est avec lui qu'il faut créer une relation, qu'il faut convaincre, mais c'est pas forcément lui qui prendra la décision et ça, je le donne dans les propositions budgétaires. Je dis toujours de faire des budgets à tiroir et d'avoir en tête, en fait, le budget que tu définis, définit aussi les règles du jeu, dans lesquelles tu vas travailler avec les corporates. C'est-à-dire que, par exemple, si tu donnes un budget de moins de 10 K, le chef de Mmh. projet, il peut donner son go, sans aller, demander une validation. Si tu montes à 50 K, tu montes peut-être au N+1 ou N+2. Tu fais du 100 K, Mmh. tu passes en commission et donc Mmh. là, ta proposition commerciale, elle doit pas être, enfin, elle est pas calibrée de la même manière. Heu Probablement qu'il faudra montrer plus patte blanche, en commission et convaincre des, niveaux, hiérarchiques, plus importants, plus exigeants, à être plus dans du cas concret, de la preuve de ce que tu fais. Alors que moins de 10 K, il peut y avoir du relationnel. Alors tu dis: «Bah, bien sûr, en plus, c'est des tailles de budget». Oui, mais finalement, quand tu livres un gros projet, il peut y avoir plusieurs tiroirs à 10 K, plus un autre à 50 K et tu commences par mettre le pied dans la porte. Tu fais un 1er projet, plus court à 10 K, tu montres que ça se déroule bien, que c'est bien et après ça suit son cours. Le code projet, il a déjà été fait, tu as levé les freins pour, commencer, tout se fait par test. Assez difficile de dire tout d'un coup: «Je viens et je fais une énorme prestation», non, Oui. vas-y petit à Faut y aller petit. progressivement, Ouais, mettre déjà un pied dans le ouais, milieu, le puis côté ensuite pied dans la après. porte, tu montres que ça délivre, tu montres que le relationnel, il est là, que tout est carré, que tu as bien Mmh mh. compris les enjeux Mmh. et D'accord. après, ils s'amusent pas à chercher des prestats tous les 4 matins, hein, quand Oui, ça roule. oui, oui, ils ont pas le temps. Ouais, Mmh. quand ça roule, ça roule. D'accord et tu parles de budget, comment est-ce qu'on peut savoir le budget qu'ils ont? Est-ce que tu poses la question directement? Alors, c'est toujours bien de poser la question, mais c'est vrai que tu as pas toujours la réponse. Parce que justement aussi, tu sais, moi j'ai repris mes études, j'ai fait un MBA en marketing digital et quand j'annonçais les prix que je payais pour faire des sites internet, mes profs, ils hallucinaient. Alors que moi, par exemple, je disais: «Bah, 150 000 € un site internet, c'est quoi le problème?» Et rien il fait: «Mais ça va pas la tête ou quoi?» Et parce qu'en fait, du coup, c'est vrai que tu annonces pas les prix parce que tu as toujours peur de te faire arnaque, parce qu'on sait que tu es gros, parce qu'on sait que alors, il y a des petites, tournures de phrases où tu pourrais dire, «Et si je vous propose, un truc à Mmh. 5 K, un en dessous de 10 K, est-ce que, vous le sentez? Est-ce que ça semble?» Et puis après, bah, c'est passé une fois. Moi, par exemple, dans ma première année, j'avais eu 100 de conversion de mes prospects. Donc j'étais assez contente de moi et en fait, j'ai appris plus tard que c'est parce que j'étais pas assez chère. Bah oui et donc du coup, petit à petit, j'ai augmenté mes prix et puis, après tu valorises aussi une expertise et puis, une expérience. Voilà, tu prends un premier client, mais ça c'est vrai pour tout, hein, pas que pour les Mmh. corporates. Tu testes, tu montres Mmh. que tu sais délivrer et puis Oui. après tu augmentes tes prix. Mmh. Mais c'est vrai que D'accord. c'est une question difficile, là. Mmh. C'est vrai et c'est souvent un casse-tête pour les entrepreneurs, la tarification, que ce soit avec des grands comptes ou un autre Ouais, client d'ailleurs. Mais bon. juste te dire qu'un grand compte, il est pas à 500 €, pas à 1 000 €, peut-être pas à 2 000 – 3 000 € près, grosso modo, tu vois, sur une presta. J'espère qu'il y a pas trop de corpos qui vont me voilà, mais en tout cas à l'époque, enfin, dis-toi, moi, j'avais 30 ans et j'avais 2,5 millions de budget marketing. Ouais. Donc sur des projets, j'avais un gros budget, hein. J'étais en charge du marché des jeunes, donc c'est un gros budget. Mais, tu pas à 2 000 – 3 000 € près. C'est pas ça D'accord, qui oui, va ça faire la c'est différence. Tu vois? Et d'accord, ça, oui, je pense donc que oui. pour un freelance, Oui, oui, c'est vrai qu'on se dit: «Oh 200 déjà même à 100 € on se dit: «Ouh là là» et finalement tu dis 2 000 € ça va? et j'ai un truc par contre important sur les budgets, Mmh mh. c'est que pour le coup, ne proposez pas de tests payants. C'est-à-dire que pour les freelances, on va dire, ils peuvent payer, on teste, j'en sais rien, tu vois? Moi, je pourrais dire: «Je fais un post LinkedIn à 200 € et après on voit si». Mais en Vaut fait mieux faire un test gratuit ouais, et puis, facturer après le gros paquet. exactement, parce qu'en fait, on n'imagine pas le travail que ça demande à un corporate, la paperasse, toute l'augmentation, d'ouvrir un budget.
En fait, bien sûr que c'est rien pour un corporate, mais le chef de projet qui n'a pas le temps, ces 200 € là, elles vont être un énorme caillou alors qu'on n'est même pas sûr encore qu'on veut bosser avec toi. N'amène pas des tonnes de problèmes alors que tu es là, voilà. Donc on teste. Moi, je propose un post LinkedIn gratuit. On voit, même ils peuvent le poster et voir quels sont les résultats et tout. Souvent, il y a souvent ça se voit tout de suite que comme c'est des gens qui ont pas vraiment les codes ou en tout cas mes clients n'ont pas forcément les codes. On a de bons résultats et OK, après d'accord, après on signe la prestation. Mais ce test payant, les freelances, ils s'imaginent pas, mais en vrai, c'est l'enfer pour aller ouvrir le code budget. D'accord, OK, ça c'est bon à savoir, c'est vrai. Quand on nous dit, «Non, bah, propose pas tes prestations gratuits, fais facturer», mais non, en fait, avec les corpos, c'est différent. Ouais et après tu D'accord. l'intègres dans ta en disant, Oui, en plus, oui. Oui, tu l'intègres dans tes coûts après, en fait. Donc c'est pas perdu. Combien de temps est-ce qu'il faut compter en moyenne pour décrocher une mission avec un grand compte? Tu as dit tout à l'heure que ça prenait du temps, mais est-ce que tu as une fourchette de temps? ça peut être en moyenne, moi je dirais 6 mois, mais ça peut être genre 6-8 mois. Ça peut être mais Et pendant les 6 mois, est-ce que tu maintiens un lien? Est-ce que tu relances ou est-ce que tu fais ta proposition puis tu attends qu'on t'appelle? non, alors je pense que si tu attends, on te rappellera jamais parce qu'un Ouais. projet, pousse un autre projet. Il faut relancer, mais sans être oppressant. C'est-à-dire qu'il y a déjà assez de pression en interne. Si tu as toujours le prospect qui dit: «Tu m'as» moi à la fin, je répondais plus au téléphone, je regardais plus mes mails. C'est moi qui suis en par contre, donc il faut garder du lien. Hem, et quand tu relances, moi je conseille toujours, de relancer en apportant quelque chose. Mmh. J'ai vu passer cette info, je pense que ça peut être un argument supplémentaire pour lancer votre projet. J'en sais rien, tu vois? Une news, un truc. Hem, c'est bientôt la fin d'année, vous avez alors ça, c'est un vrai hack, là, on va rentrer dans cette période-là, c'est la fin Mmh. d'année. Il y a des queues de budget à aller récupérer parce que du coup, si les chefs de projet n'utilisent pas ces budgets, ils ne les ont pas pour l'année d'après et donc là, mais jusqu'au 25-28 décembre, moi, des fois, j'ai Mmh. appelé des prestats en disant: «Je t'envoie le chèque et on se revoit en janvier pour lancer le projet». Là, j'ai pas le temps, mais sinon, j'aurais pas le budget pour lancer le projet en 2026. Par contre, je l'ai là maintenant, donc encaisse et on se parle. Mais ça, par contre, ils le font qu'avec des gens où ils ont plutôt confiance et tout, mais malgré tout, c'est plus facile là, on va rentrer dans une période où c'est plus facile, de faire valider des projets. Non, mais vraiment, c'est une bonne période. D'accord et comment est-ce que tu gardes la motivation, la confiance pendant cette période, du coup, d'attente? Est-ce que comment tu organises ton activité jusqu'à ce que tu aies la mission? Ça, c'est vrai. Moi, j'avoue, j'ai eu la chance d'avoir, enfin, moi, déjà, j'ai une activité où j'ai pas besoin de beaucoup de clients. J'en prends 3-4 maximum. Bah, du coup, par an, parce que tu vois, en fait, par mois et par an parce que c'est des prestations, mensuelles et tu vois, la plupart de mes clients, ça fait plus d'1 an et demi, on travaille toujours ensemble. Après, bien sûr, au début, quand tu te lances, bah, c'est de prendre d'autres missions, le temps que ça se déroule. Ça peut être un travail long terme, tu vois, de pas tout mettre. Moi, j'en ai fait ma spécialité, mais parce que je viens de là. Mais pour un client qui est un peu divers, tu peux bosser avec d'autres typologies de clients et de dire: «Tiens, moi, j'aimerais bien travailler pour eux». J'ai investi sur du temps et en me disant, sur du temps long à horizon, 6 mois, je me vois bien bosser avec eux et comment tu crées du lien? Aussi d'aller, régulièrement, liker leurs posts si jamais ils postent sur LinkedIn. De temps en temps, voilà, déjà moi je dis quand on voit la proposition commerciale, il faut se dire même 3 semaines, enfin il peut se passer 3 semaines avant de dire: «OK, on en reparle». D'accord, il faut Même pas 3 paniquer semaines, de se c'est dire: «Ah intense. mince». Ah ouais, non. C'est vrai que du coup alors bien sûr, hein, je dis ça, ça vient de mon expérience et il peut toujours y avoir des exceptions, mais 3 semaines, ça passe dans un claquement de doigts quand on est en interne et on est sur des dizaines de projets en même temps. Et puis il faut se dire aussi, par exemple, tu vois, les mails. Imagine une boîte de plusieurs milliers de personnes, du coup, plusieurs milliers de personnes qui envoient des mails. Donc tu peux enfin, une journée à 200 mails, alors peut-être que ça s'est un peu, diminué avec les Slack et les machins, mais quand même, c'était une vie où en fait, déjà en interne, on a une pression, des réunions, des mails, des coups de téléphone dans tous les sens. Donc, par exemple, un autre hack, tu vois, c'est de revenir aussi un peu au papier. Pourquoi pas en cette fin d'année, d'envoyer des cartes de vœux, parce que du coup, tu repasses au-dessus de la pile en étant différent. En fait, il faut être malin, il faut jouer stratégique
et il faut être malin et il faut comprendre, voilà, il faut comprendre, le système. Laetitia, tu travailles avec des grands comptes, mais tu entreprends seule. En tant que, justement, solo entrepreneur, quels sont tes défis et challenges que tu rencontres depuis que tu t'es lancée à ton compte? Déjà le positionnement, je pense que vraiment, on c'est un truc qu'on lit partout. Niche enfin, trouve un positionnement, j'avoue que quand j'ai fini par assumer ce positionnement-là, ghostwriter de comics corporate, ça a fait des chocs à pic. Tu sais, c'est vraiment l'expression, tout d'un coup, ça s'est débloqué. Mais moi, j'ai fait une formation en écriture. Quand je suis sortie de là, je voulais travailler sur le future of work. Je trouvais pas d'émission. Enfin, j'ai mis, oui, presque un an à de dire: «Ah OK, en fait, c'est en prenant des missions de ghostwriting, j'ai intégré un collectif de freelance». Ça, bien s'entourer, ça, c'est un bon conseil aussi. Qui ont eu un retour sur mon travail et puis, j'avais des collègues qui me disaient: «Ah, tu écris corporate, tu as vraiment une écriture vraiment typique, tu un» et là je dis: «Ah mais voilà, mais en fait c'est ça ma force» parce que plutôt que de lutter contre, enfin moi au début j'ai demandé à ChatGPT de rendre mon écriture moins corpo et après je me suis dit: «Bah non, en fait, c'est ma force et je vais aller la vendre» et ça c'est vrai que maintenant ça fait la différence et donc le positionnement et après les gens ils viennent te contacter: «Ah j'ai un client un peu, grand compte, tout ça. Donc le positionnement vraiment ça fait clé. Donc c'est pas facile. Après, pour le trouver, il faut se confronter au marché, il faut aller discuter autour de nous, il faut tester, enfin, en fait, je crois qu'on est parti pour, c'est des montagnes russes, hein, le freelance, donc le positionnement, puis le prix, tes tarifs. Tu vois, moi, j'ai passé l'année dernière à accepter à peu près tous les formats, de mes clients. Dès que j'avais un nouveau prospect, il me dit: «Moi, je travaille comme ça». OK, on faisait. À la fin, moi, j'étais en ouais, je m'adaptais, mais après du coup trop, enfin j'avais 7 ou 8 clients en même temps, tous sur des fonctionnements différents, c'était pas possible. À un moment donné, j'ai dit: «OK, moi je» en plus, j'ai créé cette, activité pour, être dispo pour mon fils, pour avoir du temps perso, hem, donc j'ai pris du recul et dire: «OK, maintenant je crée une offre. J'ai compris mon marché, j'ai compris ce que je pouvais apporter, je crée une offre, packagée, avec un prix qui me convient et maintenant je vais la vendre». Donc je rentre, tu vois, dans cette phase. Mais il y a eu plein de phases différentes et quand on se compare sur LinkedIn, on a l'impression que tout le monde, avance super vite. Mais en fait, depuis combien de temps ils sont, freelance? Heu, En fait, on passe tous par, des périodes d'accélération, des périodes de doute où finalement on prend le recul et on réfléchit à pourquoi on fait les choses et comment on a envie de les faire. Et je pense que c'est important parce que tu nous le dises aussi, parce qu'on se dit effectivement, quand on voit sur les réseaux sociaux: «Oh, ils ont tous réussi, ils vont très vite, moi je suis à ce stade-là». Mais non, en fait, on le voit pas, mais tout le monde passe finalement à ce stade de, comme tu dis, de doute, de montagne russe, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et est-ce qu'aujourd'hui tu arrives à trouver un équilibre entre garder ta liberté de freelance et répondre aux attentes, je suppose très cadrées des grands comptes? C'est un équilibre. C'est vrai que, il y a des périodes, tu vois, par exemple, là, on sort de l'été, tous mes clients, ils étaient en vacances au mois d'août, c'était idéal pour moi. Donc ça fonctionne bien. Après, par exemple, juste avant, il y a eu Vivatech. Vivatech, c'était la folie. J'étais sur, des posts la veille pour le lendemain, j'avais des rendez-vous enfin, j'avais des clients qui me faisaient des retours à minuit, d'autres à 5 heures du matin. Enfin, c'était tu vois, c'était des périodes, ça dépend de tes clients, ça dépend de rush. Après j'accepte et j'aime bien, moi, cette période-là. Hem, Déjà de dire: «Je prends moins de clients, je fais plus de premium» pour être dispo pour cette exigence. Parce qu'en plus j'ai choisi, je travaille sur des sujets complexes, où il faut aller en profondeur, Mmh. Ça tu demande vois? des recherches, de la Ouais, veille. ouais. Genre, tu vois, j'ai un client qui me dit: «Ce serait bien d'avoir un peu une vision méta internationale sur les 25 dernières années, sur tel sujet». Oui, bien sûr, oui, bah, va me falloir un petit peu de temps. Voilà, mais du coup, j'aime bien. Enfin, tu vois, c'est un format qui me convient. J'aime bien le challenge, j'aime bien aller creuser sur des sujets et je crois aussi, c'est que, voilà, prendre des clients différents. Tu vois, à l'inverse, moi, j'ai eu une PME qui voulait faire, du lead. Bah, moi, je sais pas faire, du ghostwriting vraiment orienté, lead, où, les ventes, enfin, ton entreprise, elle dépend un peu, des ventes, que tu vas faire, par tes posts. Non, moi, je fais de la stratégie, je fais de l'image, je fais, du relationnel, enfin, tu vois, mes clients, c'est pas rare qu'on tag des ministres.
On tag s je suis sur leur double sur LinkedIn de ce qu'ils font déjà super naturellement en networking, parce que les Oui, photos, ils toi, sont tu le invités transmets partout et sur tout machin LinkedIn, en et fait. moi je le transmets et je le décuple au niveau, digital parce que du coup, les connexions peuvent aller plus vite et tu peux amplifier. Tu vois? Un client qui va, prendre la parole à un salon, bah, moi il me file ses notes, on en fait un post LinkedIn et tu vas discuter avec ceux qui étaient déjà sur le salon, mais ceux qui auraient voulu y être, ceux qui, disent: «La prochaine fois j'irai» et ça amplifie complètement. Mais c'est un équilibre, complexe, oui. J'ai déjà fait, des calls au parc parce que, moi j'arrête de bosser à 4:30 et qu'il y avait absolument un truc, à rendre pour le lendemain matin. J'ai déjà bossé à 6 heures en décalé avec mon c'est je dis pas voilà, sacrifiez toute votre vie perso, mais en tout cas, ce que j'apprends, c'est que chaque type de client, chaque prestation en freelance a des règles du jeu. Est-ce Mmh. que ça nous convient? Est-ce que ça nous Oui, convient voilà, pas? c'est ça. Et donc Oui, du coup oui. Faut pas jouer à un jeu dont on n'aime pas les règles, finalement. exactement. Et j'aime assez, tu vois, c'est Laure Daudier qui parle de slowpreneuriat et de rester dans sa zone de confort. Bah, finalement, moi, c'est facile pour moi d'écrire pour les corpos. Donne-moi une marque cool, fun, qui te fait un peu d'humour. Mmh. Je sais pas faire, j'ai bossé 10 ans en banque, je sais pas D'où faire. le positionnement finalement est très important. Ouais, d'où l'importance de ce positionnement, ouais. Et puis finalement aussi, il y a aussi ce côté parce que quand on est freelance, on dit: «Ouais, mais il y a déjà plein de monde qui fait du ghostwriting comme tu dis, qui fait du copywriting», mais tout le monde n'est pas nous en fait et c'est là où on doit chercher notre différenciation et comment se démarquer finalement. Et c'est là où du coup après les gens ont envie de bosser avec toi parce que c'est toi C'est et c'est toi. là où du coup, par rapport à une agence, heu moi j'ai déjà gagné un appel d'offres, solo pour un Mmh mh. COMEX, du SBF 120, donc le CAC 40 élargi, face à une agence. Ouais, ouais, c'est, franchement j'étais épatée. Je m'étais plus je m'adaptais plus à leurs contraintes. Tu vois? Ils voulaient, une enveloppe, m'appeler quand ils avaient des dispos et pas donc j'ai fait ça, plusieurs mois avec eux avant de passer à un autre format, finalement, qu'avait sûrement proposé l'agence en mensualisant la prestation. Mais au début, moi, je m'adaptais et ouais, ouais, c'est possible. Et pour conclure cette interview, quel conseil est-ce que tu donnerais à un freelance qui voudrait tenter sa chance avec les grands comptes? Un petit peu pour résumer finalement. Ouais. Eh bien, peut-être de lister, genre, 2-3, grandes marques, 2-3 grands groupes qui les intéressent et aller chercher quels sont les gens derrière, qui travaillent sur ces sujets et ça déjà, c'est un sacré boulot d'aller les trouver. Mais on peut les trouver, sur LinkedIn, mais on peut les trouver parce qu'ils prennent la parole dans les médias, de lire un peu, de se renseigner sur, le marché et puis aller, petit pas par petit pas, heu, d'aller les rencontrer sur les salons, de poser des questions. Voilà, en fait, je dis souvent que la première étape quand on veut bosser avec les corporates, c'est de changer un mindset, de changer son mindset. Et d'ailleurs, on fait une conférence gratuite dans le cadre du cabinet des curiosités, le 23 septembre sur, le mindset. En fait, on l'a appelé comme ça. On est avec une collègue qui du coup, fait du coaching et de dire: «Tu veux travailler avec les grands comptes, arrête de penser comme un freelance. Arrête de penser comme un freelance» et presque en fait, s'imaginer comme si on était un salarié mais en mode externe. Venez, c'est le 23 septembre, je pense qu'il va y avoir plein d'apprentissages. On te retrouve cette année dans le cabinet des curiosités avec ton petit produit, qu'il faut absolument avoir si on veut commencer à travailler avec les grands comptes, parce qu'effectivement, c'est un vrai guide qui guide pas à pas sur comment, agencer sa proposition commerciale avec plein de hacks et de bonus comme tu dis. Et si on veut continuer à te suivre et à suivre tes conseils, où est-ce qu'on peut te trouver? Alors sur LinkedIn, Laetitia Femme avec un P et j'ai une newsletter, qui était un peu en pause parce que je pivotais, mais que je vais reprendre là, qui s'appelle Corpo mais pas trop et en fait, je vais analyser, parce que mon rôle, c'est de rester côté en fait, je fais le lien entre les corporates et l'extérieur. Mmh. Donc Mmh. c'est un jeu qui est pareil, qui est, sur LinkedIn ou de personal branding, d'être corpo mais pas trop et donc je vais analyser plein de profils, plein de communication justement, des corpos en newsletter, sur LinkedIn. Donc il y a ma newsletter sur Substack, corpo mais pas trop. D'accord, OK. Bah, très bien, je mettrai le lien aussi, du coup.
Mais en tout cas, merci beaucoup Laetitia, c'était très enrichissant, très intéressant. Merci, avec plaisir. À bientôt. À bientôt.